Jeff Cross, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir chez vous à Paris. Vous êtes à la fois à Paris et aux États-Unis. Merci de m'accorder quelques de vos minutes dans votre emploi du temps très chargé. Un grand plaisir. Jeff Cross, je voudrais commencer par une citation d'un cinéaste, un artiste français, Jean Cocteau. Et on lui demandait de se présenter. Et voilà ce qu'il dit. Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Cependant, je suis un homme qui aime. Et vous, Jeff Cross, qui êtes-vous? Alors, passer après Cocteau, c'est charge lourde. Je suis un aventurier, je suis un philosophe, je suis un exilé permanent parce que j'ai vécu partout dans le monde et j'ai vraiment du mal à avoir une affiliation tribale, collective, donc anticollectiviste, je dirais. Je suis un survivant parce que j'ai réussi à tisser une vie et honnêtement, logiquement, je ne sais pas comment. Donc voilà, et puis je continue à essayer d'avoir une mission d'artiste qui est d'influencer le cours de la vie, le courant des événements actuels, quoi. Donc, Alors, vous êtes en effet un artiste. Rapidement, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle? bon, au départ, je voulais être romancier. Et donc j'ai écrit 7 romans en tout pour l'instant. À un moment, j'ai reçu un coup de fil de Roman Polanski qui voulait un coup de main pour le scénario qui s'est fait, qui s'appelait Frantic, le film avec Harrison Ford. Et par la suite, à nouveau, j'ai travaillé avec lui sur le film Lune de Fiel. Et donc c'était un peu mon école du cinéma. Et bon, super collaboration avec un homme extrêmement intelligent et très rare dans le cinéma, dans mon expérience. Et puis après, j'ai beaucoup écrit de scénarios, énormément de scénarios, pièces de théâtre, etc. Encore des romans. Et je me suis lancé plus ou moins dans la réalisation moi-même afin de promouvoir mes romans, ce qui semble absurde et labyrinthin, mais c'est comme ça. Ils sont traduits en français ou Non, non? pas encore, non, non. C'est, c'est plus intéressant d'essayer d'éditer aux États-Unis d'abord et ensuite progresser à l'étranger, mais c'est compliqué parce que moi j'ai toujours prôné l'originalité et c'est un air où l'originalité est assez mal acceptée. On aime plutôt les marques qui sont familiers et bon, moi j'ai fait des trucs comme il me semblait, comme l'air du temps me semblait exiger et avec une sensibilité à ce niveau-là. Et voilà, c'est pas encore passé, mais on reste optimiste. Vous êtes donc un scénariste américain, un romancier américain. Une question sémantique. Quelle définition, comment définissez-vous être scénariste? Qu'est-ce qu'être scénariste? Oh, scénariste, c'est bon. Le langage cinéma, c'est vraiment un langage de raccourci et éventuellement, ben, un scénario, c'est 20 000 mots, un roman, c'est minimum 50 000 mots, 60 000 mots, donc on n'a pas du tout la possibilité de, par les mots, de mettre une texture qu'on peut mettre avec un roman, de faire des envolées lyriques, etc. Mais donc on doit compenser et par des raccourcis philosophiques ou dramatiques, mais aussi avec l'appui des images qui permettent une émotion presque plus grande, viscérale. Donc c'est un métier qui tend vers le sentimentalisme, et, mais bon, on peut manipuler les gens quelque part pour les tirer dans un sens, ce qui
ce qui peut avoir un effet vraiment très intéressant, notamment Lune de Fiel. Je pense que c'est un exemple assez intéressant de ça, que les spectateurs ils ont passé un moment au cinéma et ils sont sortis du film assez foudroyés, le ventre tordu et ça a changé beaucoup d'esprit, ce qui était le but. Donc, changement politique, sabotage culturel. Je ne sais pas si c'est ça le métier de scénariste, mais en tout cas, c'est ça mon intention la plupart du temps. Non, c'est intéressant, Jeff Cross, c'est intéressant. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, parce qu'en écrivant, peut-être, je voudrais citer Quentin Tarantino, qui souligne: chaque début d'écriture est un retour à la case départ, et la case départ, c'est un retour où l'on se sent très seul, un endroit où chacun de vos accomplissements passés ne compte. Jeff Cross, ma question est la suivante: quelle est la part et la force de la solitude que vous avez au moment où vous écrivez? Est-ce que vous êtes seul face à vous-même, face au monde? Ah ben, je suis pas grand fan de Tarantino, mais là, je crois qu'il dit juste. Chaque projet, pour moi, on doit se réinventer complètement, donc on est face au vide total et c'est un processus de grande solitude, voire d'angoisse euh, où on est face au vide et on doit tout créer. Donc c'est des moments très très turbulents, très très difficiles et on sait que personnellement, moi, j'entends un son, c'est-à-dire le début, la qualité de ce que je veux faire. Et ensuite, le son, c'est un bourdonnement de plus en plus fort et ça m'agace et ça m'énerve. Et je marche dans la rue à Paris en essayant de trouver quelque chose. Et tout d'un coup, sans raison, il y a une perle qui apparaît. Et ah, oh, ça c'est un bon dialogue. Et ça me fait, avec un dialogue, on comprend tout de suite qui est un personnage. Et après, tout se construit petit à petit. Et à ce moment-là, une fois qu'on est lancé, on va peut-être faire un dialogue le premier jour, une demi-page le deuxième jour, une page entière, page et demie, et on n'y croit même plus. Et puis, à force de provoquer cette inspiration, provoquer l'arrivée d'idées, le cerveau fournit quand on lui demande. Et ça se trouve, on fait 20 pages la dernière journée ouais, c'est vraiment euphorique, ce qui est quand même aussi cette urgence et cette euphorie sont importants pour la qualité du film parce que c'est transmis par l'écran d'une façon, d'une alchimie Mhm. très bizarre et très intéressante et c'est ça un peu qui fait l'effet sur le public. Donc moi je joue beaucoup avec ça. Je ne sais pas si les autres font ça, mais ça, c'est ça ma méthode. C'est votre caractéristique. Vraiment, ouais. Mhm. Non, super. Jeff Cross, si j'ai voulu aujourd'hui vous rencontrer, et c'est pour plusieurs raisons. Vous êtes un cinéaste américain, vous êtes scénariste, mais aussi vous avez beaucoup de cordes à votre arc, puisque vous venez de réaliser votre premier long métrage, n'est-ce pas, que vous présentez à Cannes, au Festival de Cannes. Et je voudrais que vous nous le présentiez, Return to Hayden. Et je vous en prie, donc si vous pouvez nous présenter votre film. Et tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce premier long métrage. Bah, merci beaucoup. Je le présente, c'est-à-dire je l'ai envoyé à Cannes pour espérer qu'il morde à l'hameçon. Euh, c'est un film vraiment indépendant dont la nécessité elle était claire. Disons, moi j'habite aux États-Unis dans la ville de Bend en Oregon. Et c'est une petite ville de 80 000 à 100 000 habitants qui est vraiment partagée entre les gens de droite et les gens de gauche, donc les supporters des Trump de droite et les autres libéraux. Et c'est un environnement très très complexe actuellement et j'ai vu une montée du fascisme quand Trump est arrivé. C'est très mal vu de dire ça, mais c'était vraiment ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai étudié à l'université,
l'histoire intellectuelle, notamment le fascisme, et le plan Goebbels que Trump a utilisé, c'était parfait, quoi. Donc, tout le monde se tenait la tête, tout le monde était inquiet, mais personne ne savait quoi faire. Et moi, je me dis, je vais faire un film. Euh, j'ai perdu grand nombre de membres de ma famille dans l'Holocauste et dès un très très jeune âge, c'est une chose que j'évoque dans le film, dès l'âge de 7 ans, je m'étais dit que ma mission sur Terre, c'était d'empêcher un renouvellement de cette atrocité. Donc voilà, à 7 ans, j'ai décidé, et puis après, à 61 ans, j'ai fait le film. Donc c'est un film qui évoque les tensions qui ont créé cette polarisation et puis éventuellement une analyse de comment je vois l'évolution de la conscience qui nous a amené à cette période et puis pour évoquer où on va. Donc, retour à l'Éden, c'est une double signification. C'était la ville dans le film s'appelle Éden parce qu'il fallait que je cache le nom de la ville où j'habite. Mais c'est aussi retour à l'Éden pour l'humanité parce que je pense que nous sommes sur une voie évolutionnaire malgré les horreurs de notre époque, que c'est la gestation difficile d'un nouvel ère. Donc, en termes métaphoriques, c'est un retour à l'Éden qui nous attend. Et donc, j'essaye dans le film de mettre en place, de provoquer cette attitude, cette émotion dans le public. Et puis jouer avec ça beaucoup. Donc, je ne donne pas la fin parce que Non, non, ne donnez pas la fin, mais déjà le titre, il y a quand même une sémantique, comment dirais-je, biblique et métaphysique. Vous avez l'Éden, donc le jardin d'Éden, et puis dans votre film, vous avez les noms de vos protagonistes, Madeleine et Magdeleine et Joseph, donc il y a une connotation quand même assez biblique. Quel est votre lien finalement avec la religion, avec la foi? Pourquoi avez-vous utilisé cette sémantique biblique? je ne suis pas croyant. Mon père, disons que mon grand-père venait de 42 générations de rabbins en Lituanie et a décidé de partir au Wyoming pour devenir cow-boy. Ma mère était protestante, mais qui avait quitté l'église depuis longtemps, donc ils se sont mis d'accord qu'ils ne donneraient pas d'éducation religieuse à leurs enfants. Ceci dit, j'ai cette lignée dans le sang, mais j'ai beaucoup étudié la mythologie et les religions différentes, donc c'est les métaphores qui m'intéressent, euh, et notamment l'idée du paradis qui était déchu. C'est un symbolisme qui, qui me semblait utile pour ce projet-là. Euh, voilà, c'est l'idée de retourner vers un paradis, retourner dans nos têtes, vers une conscience du cœur, ou tout ça, euh, je pense qu'on retrouve ça dans la notion de barakat en islam, ou alors j'appelle ça Christ consciousness en anglais, c'est la conscience du Christ, mais peut-être c'est juste une question de l'évolution du cœur. Moi, j'ai longtemps étudié la médecine orientale, c'est-à-dire l'acupuncture, et c'est aussi on fait des méditations qui sont basées sur le cœur, enfin, de tous les chakras, mais le cœur est dominant dans la direction que nous allons évoluer, nous devons évoluer pour le bien de la planète, en gros. Oui, c'est ça. Mais Ouais. alors, Jeff Ross, en fait, votre film, peut-on dire que c'est un film assez politique finalement? Parce que, alors, est-ce que vous dénoncez, est-ce que vous dénoncez, vous parliez de la politique de Trump, ou est-ce que vous la présentez d'une certaine manière? Vous me faites penser votre film me fait penser à Vincent Lindon qui souligne que on ne va plus au cinéma pour s'échapper, mais pour voir la vraie vie. Est-ce que finalement, lorsque on voit votre film, on voit la vraie vie?
selon vous? Je pense que oui. Un ami qui a regardé le film, moi, bon, je suis arrivé là-bas après 32 ans à Paris, donc j'avais une idée un peu différente de la vie, de la philosophie, etc. Et puis un esprit critique que j'avais développé en France, le plaisir de la philosophie, et c'est des choses qui n'existent pas du tout là-bas. Donc, il m'a dit que tu es comme un de Tocqueville qui regarde l'Amérique d'un point de vue de quelqu'un de l'extérieur, avec objectivité. Bon, l'objectivité, j'y crois pas trop et j'adore la subjectivité. Mais ceci dit, oui, c'est réel, je n'évoque jamais le nom de Trump. Les méchants, ils portent des chapeaux rouges. Moi, je les appelle les MAGA. Bon, c'est Make America Great Again. Ouais. Et c'est sûr que Trump, ce qu'il a donné, c'est une espèce de dignité machiste aux hommes qui sont en perte de dignité. Et bon, on connaît les méthodes des fascistes depuis tout le temps, hein, et le figure paternaliste qui impose une notion de virilité et d'innocence et de pureté raciale, c'est des choses qui ont vraiment une grosse emprise là-bas. Et dans la mesure où malheureusement l'éducation en Amérique n'est pas très bonne, les gens sont vraiment prêts à accepter des notions assez simpliste, donc du mal et du bien. Et donc, c'est plein de choses qui sont arrivées en même temps. Et il y a polarisation qui a été manipulée par Trump comme méthode politique aussi Mhm. évidente. Il a choisi la vermine qu'il faudrait. C'était les Mexicains en l'occurrence. Il fallait construire un mur, une chose symbolique et que la droite voulait vraiment, mais c'est la folie. C'était impraticable, mais ça a aidé les gens à faire des murs dans leur tête et c'était ça. Donc la violence banalisée, le port d'armes en Oregon. euh, dans la ville de Bend où j'habite, il y a 23 magasins d'armes, c'est pour 80 000 personnes, 85 000 personnes. Il y a 21 magasins de bœufs. Il y a des fabricants de bière partout. C'est un peu bizarre tout ça. Donc, euh, on est un peu drogué par les Ouais, armes, par le cannabis. ouais. Donc, Jeff Ross, je voudrais rentrer encore plus dans le film et je voudrais évoquer un philosophe un grand philosophe américain qui est décédé il y a pas longtemps, Stanley Cavell. ok. Mais avant de l'évoquer, j'aurais voulu vous poser une question, faire le lien entre le cinéma et la philosophie. La philosophie, par définition, c'est l'amour de la sagesse. Le cinéma, c'est l'amour de quoi? Ouh. Euh, Malheureusement, pour la plupart, c'est l'amour de la distraction. Euh, donc, c'est question difficile, hein. C'est pour mon petit cerveau, hein. Euh, Moi, je parle plutôt des possibilités dans le cinéma. Je pense que quand un film réussit, c'est il nous met une vérité subjective en face que nous reconnaissons, ce qui rejoint la nature de la conscience, qui est que la conscience est universelle, elle existe quasiment autour de nous. Je sais pas comment on appelle ça, les Akashic Records. Vous connaissez cette notion? Non, mais... C'est une notion que toute connaissance est dans l'éther, et euh, c'est-à-dire la couche éthérique au-dessus de la Terre, et que nous y avons accès. Des gens comme Tesla, Nikola Tesla, avaient accès à ça d'une façon assez remarquable, et nous mortels, nous essayons d'avoir ça, mais donc, c'est-à-dire nous connaissons tous une infinitude de choses, mais pour le cinéma, il s'agit de ramener à la surface les choses qu'on connaît déjà, qu'on reconnaît. Donc ça veut dire
conscience des choses en faisant ce trajectoire que le cinéma peut provoquer. Donc, je dirais dans ce cas-là, le cinéma, c'est l'amour de la vérité, quoi, parce que ces moments de réalisation de la connaissance, c'est un événement extatique. Oui, et c'est pour ça que le cinéma, vous dites l'amour de la vérité, la philosophie c'est l'amour de la sagesse, qui veut dire le vrai, le beau, le bien. Vous voyez, vous avez ce lien entre la vérité, donc dans le cinéma, et la philosophie. Jeff Cross, vous venez d'une certaine manière de répondre à ma question suivante, mais le grand philosophe, donc je citais Stanley Cavell, a une très grande doctrine qui a révolutionné les États-Unis, c'est la doctrine du perfectionnisme. Et en fait, il ne faut pas prendre ce concept de perfectionnisme comme on l'entend au niveau en français. Pour Cavell, le perfectionnisme, c'est la conscience de soi par rapport à la conscience de l'autre. Et en fait, dans votre film, vous allez me dire si je me trompe, mais finalement, cette part de conscience dont vous parlez, ne pourrions-nous pas dire que j'apprends à me connaître par la présence de l'autre? Et finalement, c'est dans cette rencontre des deux consciences entre l'autre et moi que se construit la connaissance du monde et la connaissance de soi. Votre film n'incarne-t-il pas par excellence cette notion de perfectionnisme? Je pense que à la base, un scénario s'écrit avec une opposition de protagonistes et d'antagonistes. C'est des structures classiques aristotélien. Et donc, on ne peut que connaître le protagoniste en le frottant à l'antagoniste. Donc, effectivement, il y a des notions d'empathie qui sont importantes dans un contact qui rejoint un peu cette notion de perfectionnisme, l'empathie, connaissance de l'autre, euh, euh, appréciation des contradictions et des difficultés de vie de l'autre. Donc c'est très fort dans le film que j'ai fait. Donc c'est absolument juste, oui. J'ai commencé, Jeff Cross, par une citation de Cocteau sur l'amour. Et en fait, finalement, dans votre film, il y a cette histoire d'amour aussi qu'il y a entre ces deux personnages, Magdeleine et Joseph. Si vous deviez définir ce qu'est aimer, quelle définition donneriez-vous? Qu'est-ce qu'aimer pour vous? Bah, je dirais que c'est rencontrer l'âme sœur et être côte à côte à regarder l'univers. Je fuis beaucoup la notion de relation cannibalistique où on est l'un devant l'autre, là c'est un peu l'effet montre religieuse où on dévore l'autre euh, et euh, c'est plutôt une guerre pour limiter la puissance de l'autre, ce qui me semble foncièrement inintéressant. Donc pour moi, c'est un partenaire dans l'évolution vers la vérité, vers le chemin de la lumière, sans être trop ésotérique, mais voilà, je pense que bon, nous avons tous une capacité incroyable à refléter cette lumière et que c'est vraiment notre devoir et c'est le rôle qu'on doit avoir actuellement pour résoudre un peu les problèmes de notre ère. Sans évolution de conscience, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Mais en, en même temps, c'est un peu une digression. En même temps, cette évolution, enfin, cette ère ténébreuse qui rejoint la notion de Kali Yuga chez les hindous, c'est une chose qui était prévue par des hommes brillants, c'est du théâtre qui se déroule depuis très longtemps, et c'est le moment maintenant d'évoluer vers autre chose. Donc, cet amour qui est face à face à la réalité et solidaire, ce voyage commun que nous devons tous suivre avec la polarité homme-femme et pas la guerre homme-femme, pas l'épuisement entre les sexes. C'est vraiment ce qui nous attend, Mm. ou ce qui nous
c'est essentiel pour qu'on puisse s'en sortir. Vous me faites penser, dans votre réflexion, vous me faites penser à la grande phrase de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un face à face, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Finalement, c'est ce que vous faites Exactement, exactement. dans votre film. Et dans votre film, Jeff Cross, finalement, et vous venez de le dire aussi, c'est comme si nous passions des ténèbres à la lumière, donc vers une ère nouvelle. Quelle est la place de la pensée nietzschéenne dans votre film? Parce que finalement, quand on lit, on regarde votre film, il y a une phrase qui m'est revenue de Nietzsche: deviens ce que tu es. Et finalement, est-ce que votre film n'est pas de devenir vraiment qui l'on est, devenir pour agir? C'est le cercle de pensée, devenir pour agir. Finalement, est-ce qu'on ne devient pas, est-ce qu'on n'est pas appelé à devenir toujours plus qui nous sommes? Est-ce que votre film, finalement, ne le laisse-t-il pas percevoir? Là, vous avez tiré dans le mille parce que Nietzsche, c'est une grande influence. C'est un de mes auteurs fétiches qui m'accompagne dans mes moments de solitude pour redresser l'harmonie de mon petit monde de solitude entièrement. Oui, c'est exactement ça. Et le personnage, à part l'histoire d'amour, c'est une histoire autobiographique un peu, parce que il y a le protagoniste, il est fait aussi coach de tennis au lycée, de l'équipe de lycée féminine locale là-bas. Ce que j'ai fait, j'étais entraîneur de tennis et j'ai emmené les filles à un niveau de conscience, de joie, de confiance, de connaissance de soi tout à fait remarquable, euh, avec des méthodes d'entraînement physique, mais aussi en faisant du stand-up, en les faisant rire, en, en ayant des notions philosophiques qu'elles n'avaient jamais aperçues de leur vie. Et c'était vraiment dans ce sens-là, chercher la personne en toi que tu es, l'excellence qui est ton... euh, en islam, on dit que l'homme a été créé par Dieu pour être le miroir de la perfection de Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment ça, quoi. Et l'outil du tennis, ça fait un peu banal, un peu bizarre, parce que c'est un sport, mais à vrai dire, il y a un feedback dans la frappe de balle quand elle est pure. On sait tout de suite qu'on est en harmonie. Et donc, on n'a pas besoin de dire, on peut souligner, tu vois, t'as senti ça? Oui, oui. Mais c'est vraiment un feedback intéressant et direct pour montrer la validité des notions, des idées qui sont rapidité de réaction, rapidité de cerveau, rapidité de mouvement des pieds, des mains. C'est un peu une quête de perfection via le sport, via frapper une balle de tennis, chose extrêmement banale et pathétique au vu de l'éternité. Mais est-ce que vous pensez être devenu encore plus qui vous êtes en ayant réalisé ce film? Est-ce que vous incarnez vous-même cette pensée nietzschéenne? Disons, au point de vue nietzschéen, c'était une épreuve terrible. C'était le stress plus que j'ai jamais vécu de ma vie par fois 10. Et on avait beaucoup d'obstacles. J'étais accusé de faire un film pornographique à tort parce que bon, ils n'ont pas les moyens de comprendre ce que j'ai fait, mais ils ont vu le scénario. Donc tout à coup, j'étais euh, banni de la ville. J'étais obligé de vraiment être souterrain, de faire mon film avec les moyens possibles. Et c'était un ostracisme extrêmement douloureux dans la mesure où j'avais passé des centaines d'heures avec les filles que j'avais entraînées au tennis, vraiment des centaines d'heures, et tout à coup, elles ont disparu parce qu'un coach leur avait dit que j'étais pornographe et vraiment c'est toute autre chose que j'essaie de véhiculer. Euh, mais c'est un peu sexuel, mais c'est plutôt c'est un endroit
avec 81 églises pour 85 000 personnes, donc, et beaucoup de protestants, de marques de protestants différents, et je ne sais pas même les nuances de tout ça, mais beaucoup d'hypocrisie, à mon sens aussi, malheureusement. Donc une version du Christ que je ne reconnais pas du tout et qui malheureusement euh, très répandue aux États-Unis actuellement. Donc, Jeff Ross, malheureusement, l'interview va s'achever. Une toute dernière question. Euh, à tous les milliers d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, et quel message d'espérance pouvez-vous leur donner alors qu'ils entrent dans la vie professionnelle? bah, c'est clair que moi j'ai deux enfants et j'observe la vie dans laquelle ils sont. Donc c'est Fukushima, c'est les fuites de pétrole dans le golfe du Mexique, c'est les poissons qui disparaissent, hein, c'est la nature qui se rétrécit, c'est les feux de forêt. C'est vraiment, on est dans un état critique, mais je reste optimiste parce qu'il le faut déjà et parce que je pense qu'on a vraiment une capacité d'évolution. Je connais les êtres qui sont déjà dans ce monde cette conscience future et c'est assez étonnant. Donc je pense que c'est une chose qui va nous arriver, qu'on le veuille ou pas, c'est essentiel. Et je crois que la lumière vaincra malgré ce qu'on voit partout. Est-ce que ça commence par la volonté? Est-ce que ça commence parce que des êtres illuminés se mettent d'accord pour hausser le ton, la vibration de la Terre? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Maintenant, c'est une énorme prise de conscience et puis il faut se libérer d'attitudes de pensée qui nous handicapent, qui nous emprisonnent. Donc je suis très optimiste, mais peut-être que je suis faible d'esprit aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste, mais j'y crois quand même. Ah, les amis, comme dit notre ami Jeff Ross, soyons optimistes et croyons-y vraiment. Jeff Ross, merci de m'avoir reçu. Merci pour la profondeur de votre réflexion et le réalisme que vous avez, à la fois sur les États-Unis, à la fois sur la France. Et permettez-moi de terminer par une phrase qui, à mon sens, vous caractérise et vous résume beaucoup, de Jacques Weber, cinéaste Jacques Weber, l'auteur Jacques Weber, qui souligne la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. Merci Jeff Cross pour votre gentillesse. Vraiment C'est merci. moi. Et tous mes voeux de succès pour votre film Retourne à l'Eden. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès en espérant que le Festival de Cannes soit ouvert à votre film. Merci, Un merci très beaucoup. grand merci, Jeff Merci, Cross, moi. et bonne continuation, bon courage à vous. Merci.